Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo d'analyse de valeur avec une valeur scandinave, donc Novo Nordisk. J'avais déjà parlé dans ma dernière vidéo Mon portefeuille PEA que j'allais commencer à analyser des valeurs scandinaves qui sont de très belles valeurs. Vous pouvez déjà voir en bas de l'écran juste ici que depuis son introduction en bourse, enfin il me semble que c'était son introduction en bourse vers 1985 selon les données du site de Novo Nordisk, Novo Nordisk a tout simplement été un 206 bagger. Ça veut dire que son cours de bourse a été multiplié par 206, ce qui est déjà juste énorme. On va passer à la slide suivante. Donc la présentation de Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est déjà une entreprise qui évolue dans le secteur pharmaceutique, comme Sanofi en France. C'est le numéro 1 mondial de la vente d'insuline. On verra juste après ce que c'est l'insuline. Voilà pour appuyer mon propos de numéro 1 de la vente d'insuline. Novo Nordisk revendique 47,2% des parts du marché mondial de l'insuline. Donc Novo Nordisk revendique presque la moitié des parts du marché mondial de l'insuline. Et aussi Novo Nordisk est une entreprise qui est située au Danemark. C'est tout simplement pour ça que je la considère comme une valeur scandinave. Voilà, je me suis rendu sur un site québécois. Le lien de toutes les sources sera en description, bien sûr. Donc, qu'est-ce que l'insuline? L'insuline joue un rôle de régulateur en maintenant la glycémie à des valeurs normales. Donc, c'est un médicament, si j'ai bien compris, je ne suis pas scientifique, mais j'ai quand même essayé de creuser un peu le sujet. Donc, c'est un médicament qui est utilisé par les diabétiques pour rester en bonne santé, si j'ai bien compris à nouveau. Je vous ai aussi mis ici la répartition du chiffre d'affaires de Novo Nordisk par produit d'activité. Donc 81% du chiffre d'affaires est réalisé pour les soins des diabétiques. L'insuline en fait partie. 15% du chiffre d'affaires en biopharm et 4% du chiffre d'affaires pour les soins des personnes atteintes d'obésité. Mais comme dit, on va approfondir ça juste après. Je vais passer à la slide suivante. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir tout d'abord les trois différents marchés où est présent Novo Nordisk, enfin les trois principaux marchés. Le marché des soins pour personnes diabétiques. Donc Novo Nordisk est le numéro 1 sur ce marché, notamment du coup avec l'insuline. Le marché des soins pour personnes atteintes d'obésité, où Novo Nordisk est à nouveau en première place de ce marché, et le marché de l'hémophilie. Donc l'hémophilie correspond à l'impossibilité pour le sang de coaguler. En cas de saignement, l'écoulement ne peut pas s'arrêter ou très difficilement. Donc on peut voir que c'est quand même quelque chose d'assez grave. Et Novo Nordisk, selon moi, a tout intérêt à jouer dans ce marché, même si ce marché reste minoritaire par rapport aux autres. Vous pouvez voir ici à chaque fois l'évolution en zone de couleur, c'est l'évolution du prix du marché, de la market value qu'on a juste en bas. Et ici, l'autre barre qui est juste en dessous, là, c'est la part de marché de Novo Nordisk dans ce marché. Donc le marché des soins pour personnes diabétiques évolue en moyenne sur une période de 5 ans de 10,7% par an, ce qui est quand même énorme. Le marché des soins pour personnes atteintes d'obésité évolue sur la période de 5 ans aussi d'environ moins 4,8% par an. Un marché où la tendance s'apparente baissière, même si on peut voir que la valeur de ce marché est d'environ 9 milliards de couronnes danoises, c'est bien précisé ici, des couronnes danoises. Et enfin, le marché de l'hémophilie, qui lui atteint une croissance sur les 5 dernières années de 2% par an. Je vous ai aussi mis juste ici les différents produits que vend Novo Nordisk dans le marché pour personnes diabétiques, avec leur croissance sur la période 2014 à 2019. En premier produit, celui qui représente la plus grosse partie du chiffre d'affaires de la partie diabétique de Novo Nordisk, vous avez la traditionnelle insuline. L'insuline qui a connu une croissance moyenne annuelle de 0,4% sur les 7 années juste présentes ici. Le GLP-1 qui est un produit selon moi phare
de Novo Nordisk, on va revenir dessus juste après, a une croissance moyenne sur ces 7 années de 29,5%. Le SGLT2, qui a une croissance moyenne sur les 7 dernières années de 192,7%, on peut voir que la part était minime voire inexistante en 2014 et que celle-ci est quand même assez conséquente en 2019. Et le DPP4, qui celui-ci croît en moyenne de 6,7% par an. Donc la croissance moyenne du marché pour personnes diabétiques chez Novo Nordisk est d'environ 8,5% par an, ce qui est vraiment une croissance assez soutenue par rapport à d'autres secteurs. Et vous avez juste ici sur ce graphique la part de marché sur le marché diabétique, enfin pour les différents acteurs. Donc Novo Nordisk jusqu'ici qui détient 29% de ce marché et des autres acteurs plus connus, par exemple comme Sanofi. Sanofi, on peut voir juste ici la courbe en verte qui a perdu des parts de marché au profit de Eli Lilly, qu'on peut voir juste ici. Et de toute façon, hein, si vous voulez voir les graphiques plus en détail, vous avez les sources en description, je vous laisse mettre aussi pause sur la vidéo. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. 48% en Amérique du Nord, 27% en EMEA. Donc EMEA, c'est la zone suivante, hein, l'Europe, l'Afrique. J'aurais aussi pu mettre une partie de l'Asie, mais j'ai préféré le laisser dans la partie chinoise. 11% du chiffre d'affaires justement qui est réalisé dans les régions chinoises et 14% dans le reste du monde. Donc j'ai trouvé ce graphique assez intéressant. C'est l'essor du diabète dans le monde avec des prévisions jusqu'à 2040. À nouveau, la source de ce graphique sera en description. Pourquoi j'ai mis ce graphique? Je vais juste revenir au tout début. Donc on peut voir que les soins pour diabétiques représentent 80% du chiffre d'affaires. Donc la croissance du nombre de diabétiques dans le monde pourrait être profitable à Novo Nordisk. Je vous ai à chaque fois reporté ici l'évolution probable du nombre de diabétiques par région géographique. Donc 109,3 millions potentiellement de diabétiques en 2040 sur la région Amérique, 177,4 millions sur la région EMEA et 355 millions probables en 2040 dans la région Asie, Asie du Sud-Est et Asie-Pacifique. Donc comme dit, cette croissance du nombre de diabétiques pourrait bien sûr profiter à long terme à Novo Nordisk. Donc je vous ai à nouveau mis les prévisions pour les prochaines années. Tout d'abord pour les diabétiques. Donc si on reprend ce graphique qui est un autre que j'ai trouvé d'une autre source, parce que les prévisions ne sont pas forcément toujours les mêmes. En 2019 et 2045, on aurait potentiellement un bond des diabétiques de 51%. Et pareil pour l'obésité. Quand on compare les 800 millions de personnes atteintes d'obésité dans le monde en 2020 par rapport aux 1,1 milliard de personnes obèses prévues pour 2025 selon l'AFP, et selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, cela ferait une croissance sur 5 ans. 5 ans, c'est vraiment du très court terme de 37,5%. À nouveau, un graphique que j'ai trouvé dans les comptes de Novo Nordisk. Donc selon Novo Nordisk, je n'ai pas trouvé la date de ce graphique. Du coup, les chiffres ont peut-être changé, mais selon Novo Nordisk, il y aurait 463 millions de diabétiques dans le monde, mais seulement 6% de ces diabétiques qui ont un bon contrôle, un suivi régulier. Donc on peut voir qu'on a encore énormément de marge. Je ne pense pas bien sûr qu'on pourrait atteindre les 100% d'ici les prochaines années, mais on peut voir qu'il y a encore de très grosses parts de marché à prendre. Pareil pour les personnes atteintes d'obésité, 650 millions de personnes atteintes d'obésité selon Novo Nordisk, mais seulement 2% qui suivent un traitement médical. Et pareil pour l'hémophilie, cette fois-ci c'est un peu moindre, 500 000 personnes atteintes d'hémophilie, mais seulement 25% qui vont être traités. Enfin du moins qui vont subir un traitement médical. Donc on peut voir que dans ces trois secteurs, les parts de marché à prendre sont encore énormes. On va ensuite passer à l'évolution du chiffre d'affaires, cette fois-ci par activité. Donc les ventes pour les personnes atteintes d'obésité, enfin du moins dans le soin des personnes atteintes d'obésité,
sont en constante hausse depuis 2016, hein, et vous pouvez voir juste ici que cette hausse est quand même très conséquente sur certaines années. Par exemple, sur la période 2015-2016, la hausse était de 245%. Même si, bien sûr, comme on a vu au tout début, les soins pour les personnes atteintes d'obésité ne représentent que 4% du chiffre d'affaires pour l'instant, même si cette part, bien sûr, pourrait venir à augmenter dans les prochaines années. Pour la partie biopharm, on est un peu plus dans une tendance baissière, entre guillemets, même si cette partie, bien sûr, pourrait reprofiter des graphiques qu'on a vus juste avant avec des personnes qui ne sont pas encore traitées assez bien dans ce domaine. Cette partie représente 15% du chiffre d'affaires. Et enfin, pour la partie des soins pour diabétiques, cette partie est en moins de croissance que la partie des soins pour personnes atteintes d'obésité, mais il y a une croissance quand même assez régulière. On peut voir ici un tout petit déclin de l'insuline, mais ce déclin qui est largement repris par le GLP-1, GLP-1 qui augmente sa part dans le chiffre d'affaires des soins pour diabétiques d'année en année. Cette partie représente 80% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même très conséquent. L'évolution du chiffre d'affaires par activité, hein, ça reprend un peu ce que j'ai montré juste avant. Déjà ici, hein, vous avez la couleur en bleu foncé, l'Amérique du Nord, et en gris, les opérations internationales. Donc on peut voir, comme on a vu sur le graphique juste avant, en Amérique du Nord, les ventes d'insuline en 2020 ont baissé de 20%, même si ceci a été un peu compensé par les ventes à l'international. Mais par contre, le GLP-1, celui-ci a augmenté de 28% en Amérique du Nord et de 32% à l'international. Les résultats des produits pour personnes atteintes d'obésité et biopharm sont un peu plus négligés. On peut aussi voir ici, hein, quand on étudie un business, il faut étudier tout ce qui est augmentation des prix aussi. Donc l'évolution du prix de l'insuline, il me semble que c'est aux États-Unis, hein, de 2009 à 2019. Donc le prix de cette insuline est passé d'environ, on va dire, 75 dollars à plus de 300 dollars, donc ce qui est juste énorme. À voir si ça va pas poser de soucis cependant sur le fait que certains patients n'arriveront plus à se payer d'insuline. J'ai aussi mis juste ici tous les projets qui sont en cours de Novo Nordisk, hein, parce qu'une entreprise pharmaceutique cherche toujours à faire de nouveaux traitements, bien sûr. On a 2 projets dans les soins pour diabétiques qui sont en phase 3. Donc la phase 3, c'est la phase de test, il me semble, hein, où on essaye de comparer le nouveau médicament, ou le nouveau traitement du moins, à un ancien traitement pour voir si celui-ci est plus efficace que l'ancien. On a aussi 2 projets en phase 3 pour la partie biopharm, ce qui nous donne 4 projets en phase 3. Des projets qui pourraient bien sûr être prometteurs, hein, des projets qui devraient être validés dans un horizon court terme, hein, quand on est un investisseur long terme. Et 5 projets en phase 2, donc il me semble que la phase 2 prend environ de quelques mois à 2 années grand maximum. À voir ce que ça va donner bien sûr dans les prochaines années. Novo Nordisk a aussi procédé à quelques acquisitions ces dernières années, notamment l'acquisition de Waltham pour 725 millions de dollars, l'acquisition de Ziolo pour 800 millions de dollars, l'acquisition d'Hémisphère cette fois-ci pour 1 milliard de dollars, et Corvidia Therapeutics pour 725 millions de dollars. On va maintenant passer à la partie analyse fondamentale, et on va commencer ça avec le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires sur la période 2012-2020 croît en moyenne de 5,56% par an. Pour le résultat net, c'est un peu plus. Sur la partie 2012-2020, celui-ci croît en moyenne de 7,8% par an. Et enfin maintenant, là ce que je trouve juste extraordinaire avec Novo Nordisk, c'est les marges qu'ils arrivent à tenir. Donc la marge nette moyenne sur la période 2012-2020 est d'environ 32,25%. Il faut se rendre compte que c'est juste énorme. Novo Nordisk, on peut le dire, est une vraie machine à cash. Et dire qu'en France, on estime qu'à partir, enfin ça c'est selon moi, après bien sûr ça dépend des investisseurs, mais qu'à partir de 10% de marge nette, une entreprise peut commencer vraiment à être intéressante fondamentalement. Donc tant que Novo Nordisk arrive à tenir ses marges de qualité, selon moi l'entreprise n'a pas grand chose à craindre par rapport à ses concurrents.
En comparant avec Sanofi par exemple, Sanofi doit tourner en dessous des 20%, 10-15% comme ça, et peut-être 20% sur les grosses années. Pour le dividende, là c'est aussi selon moi un atout de Novo Nordisk, surtout qu'il faudrait se renseigner, il me semble que il n'y a pas de double imposition avec les actions danoises, car il y a un traité entre la France et le Danemark, un dividende qui est en constante croissance depuis 2012. J'ai pas réussi à trouver l'historique d'avant, mais il faudrait voir, car quand on regarde un graphique comme ça, on pourrait considérer Novo Nordisk comme un dividende aristocrate. Donc le payout ratio moyen du dividende sur la période 2012-2020 est de 48,82%, ce qui est très raisonnable. Mais Novo Nordisk investit aussi du cash en rachat d'actions, on verra ça juste après, avec un taux aussi de moyen de croissance du dividende depuis 2012 de 10,85% par an, ce qui est à nouveau juste énorme. Je vous ai aussi mis ici un peu d'autres chiffres du bilan. Donc tout d'abord les equity, donc les capitaux propres en français. Ceux-ci sont en constante augmentation sur la période 2016-2020, ce qui est déjà une bonne chose. Enfin ici on peut aussi voir la marge brute. Donc il me semble que Warren Buffett estime qu'au-dessus de 40-50% de marge brute, une entreprise a potentiellement un avantage concurrentiel durable. Et là sur Novo Nordisk, la marge nette, et quand on regarde à la grosse louche d'environ 83-84% en moyenne par an. 83-84% bien sûr c'est juste énorme. Et enfin ici les programmes de rachat d'actions en millions de couronnes danoises par an de Novo Nordisk. On peut voir que ceux-ci sont quand même assez conséquents, ce qui est pour selon moi les programmes de rachat d'actions pour un investisseur qui ne veut pas devenir rentier sont la meilleure solution pour gagner des capitaux, pour faire des plus-values, pour gagner de l'argent tout simplement à long terme. Les programmes de rachat d'actions ont un peu moins la cote en Europe, mais par contre aux États-Unis c'est beaucoup plus courant. Et selon moi, le combo dividende-programme de rachat d'actions est un combo parfait en Europe. Juste avant de passer à la partie analyse technique, on va un tout petit peu regarder le résultat du premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 n'a pratiquement pas bougé, on peut voir juste ici, ça c'est le premier trimestre 2020, ça celui-ci le premier trimestre 2021. Du coup oui, les ventes n'ont presque pas bougé. La marge nette se situe à 82,8%, ce qui est à nouveau excellent. Et maintenant on va descendre juste tout en bas. Le résultat net qui est en lui en croissance de 6%, ce qui est à nouveau très bien. Je vais calculer la marge nette. Donc la marge nette, on divise le résultat net par le chiffre d'affaires qu'on peut multiplier par 100 pour un chiffre juste. Donc 12 623 divisé par 33 804. Ce qui nous donne une marge nette pour le premier trimestre de 37,34%. Ça me fait bizarre de le dire, car on trouve avec Novo Nordisk que c'est facile de se faire de l'argent pour une entreprise. Et aussi pour ceux qui se demandent, j'ai pas fait de page, mais il me semble que d'un point de vue valorisation, au jour où je tourne la vidéo, donc le 22 juin, Novo Nordisk a un PER d'environ 28, il me semble. Nous voilà maintenant dans la partie analyse technique, même si cette partie va bien sûr durer... Nous voilà maintenant dans la partie analyse technique, même si cette partie va être plus courte que l'analyse du business et l'analyse fondamentale. Donc le cours de Novo Nordisk évolue dans un canal haussier depuis 2008, juste après la crise des subprimes. Canal haussier qui a été une fois cassé à la hausse. On est venu toucher l'objectif de ce canal. On a stagné, enfin consolidé au moins. Et là, cette baisse, il me semble, est due à une révision des résultats pour les prochaines années à la baisse. Mais le cours s'est repris dans les années qui suivent. Et là, le jour où cette vidéo va sortir, on est juste en dessous de l'objectif de ce canal qui a été frôlé, même si je pense qu'on peut considérer que l'objectif a été touché. Donc, à titre personnel, je pense que je vais commencer à rentrer une partie de ma ligne Novo Nordisk en portefeuille quand le cours sera revenu sur la résistance de ce canal qui va potentiellement faire office de support. Mais on peut voir que Novo Nordisk évolue dans une très belle tendance haussière à long terme. Et aussi un petit chiffre toujours sympathique à savoir, Novo Nordisk a été un 10-bagger de 2010 jusqu'à aujourd'hui.
c'est-à-dire que le cours de bourse a été multiplié par 10. Les performances futures ne vont pas s'aligner sur les performances passées, bien sûr, mais sur l'évolution des fondamentaux qui, selon moi, a un gros potentiel haussier. On va se laisser là sur cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez d'autres vidéos d'analyse des valeurs scandinaves. J'en ai un bon paquet avec des fondamentaux tout aussi bons. Rendez-vous ce week-end pour le calendrier boursier. Du contenu arrive très prochainement.